Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment d'être aussi nombreuses et aussi nombreux parmi nous. Alors je veux bien que les lumières se baissent, non pas qu'on va avoir une projection de Star Wars, mais c'est quand même un peu plus sympa. Un immense merci à Ouzbek Erika et à CMI. Valérie, un immense merci pour toute cette organisation. On est absolument ravis au sein de Publicis Media de vous accueillir avec la CPM. Alors moi je m'appelle Gauthier Piquet, j'ai la chance de présider Publicis Media et aussi la grande chance de présider la CPM. Et donc pour nous c'est une matinée importante parce que l'on va parler de presse. Alors j'étais en conseil d'administration avec les administrateurs de la CPM, il y en a plusieurs que je remercie d'être parmi nous. Et donc résultat, je ne sais pas. Ah oui, c'est... Là, c'est parce qu'on me dit que mon vol on est dans la fermeture des portes et qu'il faut vite que je rejoigne l'enregistrement. Mais donc, je n'ai pas eu le temps de préparer, de penser à ce que j'allais dire et je ne vais pas vous raconter ce qu'on a fait en conseil d'administration. Donc, mon équipe, elle est géniale. Elle m'a préparé tout un petit texte, mais ils ont oublié que j'étais vieux. Donc, hop, voilà, à peu près, je n'ai pas de lunettes. Mais je voulais juste vous dire que... Milan Presse, en association avec YouTube, a publié il y a récemment la deuxième édition Les études, les adolescents et l'info, et marqué sur mon papier qu'on y apprend que si 83% des 13-17 ans fréquentent au moins un média digital, eh bien, ils privilégient sans contexte les formats vidéo, ils se sentent davantage en confiance avec la radio ou la presse écrite. Alors je trouve que c'est un chiffre assez intéressant et réellement le conseil qu'on vient d'avoir, il nous montre tout l'enthousiasme, toute la passion qu'on peut avoir à ce média qui se transforme, qui évolue. Et donc, toute cette dynamique des éditeurs, je pense que ce matin, c'est important qu'on y mette un focus et qu'on se repose les bonnes questions. Alors, vous le savez, j'adore. On est dans un tribunal. Hier, on avait même la poussière du tribunal, mais je vois que ça a été nettoyé. Le chef d'accusation qui nous réunit aujourd'hui, c'est engager les audiences de demain. Faut-il encore croire en la presse ? Alors évidemment, c'est dur, mais on est dans un groupe de com. Alors laissez-moi juste, en guise de propos introductifs, vous rappeler quelques éléments et qui me sont chers. 96% des Français, 15 ans et plus, lisent chaque mois au moins une marque de presse. C'est OneNext qui le dit, donc c'est fiable. Et puis pour ces Français, le premier support de lecture est le mobile, à 51% devant le papier, qui est à 30%. Donc c'est intéressant. La presse n'est pas que presse. La presse est média. Et c'est ça qui est important. Alors certes, les médias traditionnels, on dit souvent qu'ils sont chahutés, mais moi je pense au contraire que la presse, elle se transforme, elle accélère, et la presse, elle est de plus en plus média. Alors ce que l'on va voir aujourd'hui, eh bien ce matin, c'est voir toute cette évolution, tout ce modèle qui est transformé. Alors c'est important d'avoir ces deux chiffres en tête pour appréhender complètement la thématique. Alors j'aurais adoré donner déjà le verdict du jugement, parce que souvent je fais les conclusions avant les débats, ça me permet comme ça d'être tranquille. Mais là réellement, on a une équipe qui s'est passionnée à préparer toute cette matinée. Je remercie encore Ouzbek Erika Ouzbek on va dire, parce que je vais encore dire des bêtises. Ouzbek qui nous a préparé, et puis surtout, vous allez le voir, on a l'immense chance d'avoir des... procureurs, des intervenants, des avocats qui vont rythmer ce débat. Alors ça va être houleux, ça va être tranché, on ne va pas aimer tout ce qu'on va entendre, mais je vous promets que ça va être extrêmement intéressant, parce que c'est moi qui conclurai. Réellement, chacun pourra juger de cette question au cœur de nos problématiques au quotidien, comment accompagner au mieux la construction de marques durables qui seront celles qui réussiront réellement à engager les audiences de demain. Je vous souhaite une bonne audience et donc bienvenue au tribunal. Merci à tous. Pour ou contre l'immortalité ? Faut-il une bonne dictature verte ? Veut-on vraiment d'un revenu universel ? Coloniser l'espace est-il moral ? Ouzbek Erika présente le tribunal pour les générations futures. Une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient, en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors soyez attentifs et surtout restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Parce que préparer demain est l'affaire de tous, le format du tribunal pour les générations futures est accessible en licence libre. Pour organiser le vôtre, rendez-vous sur ouzbekerika.com/tribunal. Maintenant, mesdames et messieurs, silence.
la cour. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle audience du Tribunal pour les générations futures. Comme vous allez vous en rendre compte, nous sommes ici dans une juridiction un peu particulière. Toutes les questions que nous examinons le sont dans l'intérêt de nos descendants. À l'ordre du jour de ce procès du 24 novembre 2022, engager les audiences de demain, faut-il encore croire en la presse? Pour répondre à cette question, nous accueillons pour cette audience 3 témoins, ici présents, assis là-bas, qui comparaîtront à la barre dans quelques instants pour exposer leur version des faits. Je vous prie de bien vouloir les applaudir. Pour les interroger, la cour aujourd'hui sera constituée de Monsieur Blaise Mao, procureur de la République à l'accusation, Maître Louis Pinault, avocat de la défense, merci de l'applaudir également. Et enfin, nous avons un greffier un peu particulier, c'est un greffier dessinateur, Xavier Gors. Il va mettre en abîme tout ce qui va être dit aujourd'hui de manière sérieuse, humoristique, et on verra. En tout cas, je vous demande de faire preuve aujourd'hui solennellement de la même probité que cette cour et d'étrier tout le monde de manière équitable. Ça va? Ça va. Très bien. Enfin, j'accueille une dernière personne et pas des moindres, puisqu'il s'agit du personnage principal de cette audience, le plaignant, qui nous a saisis ce soir pour répondre à ces questions, mais qui n'a pas pu se rendre en présentiel, bien sûr, puisqu'il s'agit des générations futures. On peut les applaudir aussi? Et leur souhaiter bien du courage. Bien que nos descendants n'aient pas pu se joindre à nous ce matin, nous allons tâcher de leur rendre un verdict le plus juste et le plus bénéfique qui soit. Et j'en serai aujourd'hui la garante puisque je serai votre présidente. Ce verdict, c'est vous également dans la salle qui le rendrez. À la fin de cette séance, vous allez être invités à voter. On vous expliquera comment. Et donc, vous êtes le 5e jury qui pourra faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, je vous demande d'être attentifs. Et nous avons également 4 jurys, des jurés qui sont là au premier rang. Et nous irons délibérer avec eux tout à l'heure à la fin de la séance. C'est clair pour tout le monde? Je déclare la cour ouverte. Avant de passer à la présentation des faits, je vous propose de visionner quelques premières preuves que nous avons rassemblées ici pour vous ce soir. On peut envoyer en régie. Comment convaincre les Français, tout au moins une majorité, de reprendre le chemin des kiosques à journaux? Question d'actualité, car c'était aujourd'hui, je vous le rappelle, la journée nationale de la presse écrite. Je m'appelle Louis, j'ai 18 ans et je m'informe pas forcément grâce aux médias traditionnels car ça ne m'intéresse pas forcément. Pour s'informer le week-end, c'est très simple, vous le savez, ça se passe directement sur Instagram où chaque jour du lundi au dimanche, on poste un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins d'une minute. Il y a des diminutions de 50% des revenus, il y a une diminution de 50% des journalistes dans la salle aussi. On ne nous demande plus de faire de l'information, c'est du divertissement qu'on fait en nombre maintenant. Salut les vermines, aujourd'hui je reçois dans ma baignoire une nouvelle morue des princes de l'amour, Astrid, la grande Astrid. 1 milliard de dollars, c'est la somme que le géant américain Facebook a promis d'investir dans l'industrie des médias au cours des 3 prochaines années. Cette décision fait suite à un long bras de fer avec le gouvernement australien, qui vient d'adopter une loi demandant aux géants du numérique de rémunérer les médias en grande difficulté financière. La Bretagne, pays de l'écrit. Une certaine conception de la démocratie aussi, car on y vote et on ne laisse pas y faire les extrêmes. Ça va de pair avec une presse locale en bonne santé. On a plein d'informations et des désinformations à la fois, alors je sais plus trop vers qui me tourner pour obtenir la vérité. J'ai le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres, gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique.
imaginer que Le Monde ou Le Figaro abandonnent leur journal et leur site web pour n'exister que sur Facebook, YouTube et Instagram. C'est ce que font ces nouveaux médias, pas de canal de diffusion en propre, la tendance c'est de squatter chez les autres. L'information demande effectivement d'être payée, demande des moyens importants, demande des journalistes, etc. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Jérém Star, la génération future. Est-ce qu'on est face à un simple constat anecdotique ou un déclin historique? Est-ce que c'est la fin de la presse avec un grand P, des marques de presse, des maisons de presse qui participent à forger l'histoire française depuis plusieurs siècles, on peut le dire? L'affaire n'est pas nouvelle, la presse est accusée de ne plus savoir parler aux Français. Elle est doublée par des agrégateurs, Google, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, que je ne connaissais pas. Vous connaissiez des gens faire des vidéos. Madame la Présidente, tout de même. Écoutez, TikTok, voilà où on en est. Et voilà, ils réussissent à cibler tous ces influenceurs, toutes ces stars. Et la presse, elle peine à innover pour s'imposer avec les codes actuels de l'information et du divertissement. Sans parler, le sociologue l'a évoqué, le sujet houleux de la rentabilité de la presse, qui n'a toujours pas encore trouvé et qui peine à trouver son modèle économique, un modèle adapté au XXIe siècle. Alors, cette cour aujourd'hui va se poser ces questions. Peut-on sincèrement imaginer que les choses changent pour engager les audiences de demain, les adolescents d'aujourd'hui donc et les générations futures qui n'existent pas encore? Faut-il encore miser sur la presse, investir sur elle, ou est-ce qu'on devrait tout simplement nous tourner vers ces acteurs complètement nouveaux? Je vous pose cette question de manière un peu solennelle. La presse peut-elle encore jouer le rôle de contre-pouvoir dont les générations futures auront grandement besoin? Pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur le sujet, nous allons tout de suite commencer l'audition des témoins. Témoin numéro 1, veuillez vous présenter à la barre. Madame la Présidente, merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour? Bonjour, je suis Isabelle Véramasson, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille depuis des années sur la question des médias, à la fois en tant qu'historienne, en tant que sociologue des médias et politologue travaillant sur la communication politique. Donc j'ai récemment repris cette question de la presse et de l'information, pas pour vous, mais je suis contente de vous en faire profiter et je me suis aperçue à quel point les choses finalement, et j'ai l'impression que ce sera un petit peu mon rythme, il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas changé et certaines choses qui ont changé, c'est le problème des historiens, c'était déjà pareil avant et ça sera peut-être pareil après, on verra. On est content et contente de vous accueillir aussi. On va tout de suite donc prendre de la hauteur et du recul avec vous. Vous allez être interrogé par le procureur, puis par l'avocat. Et d'abord, je vais vous demander solennellement de lever la main droite et de jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures. Ça n'a rien de politique, hein? Non, non. Voilà, je lève ma main, je jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame Véramasson. On a choisi aujourd'hui de parler de la presse avec un grand P, comme le disait Madame la Présidente. Est-ce que ce terme de presse, il est encore adapté aujourd'hui en 2022? Qu'est-ce qu'il recouvre exactement et est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui? Alors j'ai été surprise de l'utilisation du mot presse, puisqu'effectivement, il n'a jamais été aussi peu... il n'a jamais eu aussi peu de sens qu'actuellement. Pourquoi? Le mot presse date de... c'est un mot qui fait référence à la presse pour le vin. Et lorsque Gutenberg emprunte de l'argent pour acheter une presse, c'est la première fois qu'on va l'utiliser véritablement pour faire ce qu'on appellera d'abord des livres et ensuite des journaux. Alors pourquoi on continue à dire presse par métonymie? C'est-à-dire parce qu'on utilise des presses pour fabriquer des journaux, c'est devenu tout ce qui concerne les journaux, surtout l'impression. C'est les livres qui démarrent avec la presse, la Bible de Gutenberg au XVe siècle. Et puis après, progressivement, la presse va devenir, encore une fois, un mot qui recouvre beaucoup de choses extrêmement différentes. Et c'est évidemment ça qui
qui fait que notre question est compliquée, parce que la presse, c'est à la fois, évidemment, Le Monde. Alors, à l'époque, on parlait du journal des débats, mais il y a aussi Le Moniteur, des journaux extrêmement sérieux, et c'est aussi le journal vaguement porno que l'on trouve dans les presses, ou tout simplement des livres pour enfants, des journaux pour enfants, et tout cela, évidemment, n'a pas grand-chose à voir. Donc moi, je crois que quand vous me demandez de parler de la presse, en fait, et je pense, on parlera en fait de l'information. On va quand même utiliser le terme de presse, parce qu'il y a un marché de la presse, et vous êtes historienne des médias, et il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, avec l'émergence de la révolution numérique et ses conséquences, le marché de la presse s'est concentré entre une poignée d'acteurs, au point de susciter des craintes qu'on peut légitimement considérer comme légitimes, par exemple sur la question du pluralisme de l'information. Comment vous analysez cette concentration des médias et quelles sont ses conséquences? Est-ce qu'elle ne crée pas une grande défiance, notamment auprès des audiences de demain? Alors, comme je vous l'avais prédit, je vais vous parler du passé, bien sûr. Et les historiens sont toujours étonnés à quel point les gens découvrent quelque chose au moment où ça leur arrive dans la figure. C'est-à-dire que, et en réalité, la concentration de la presse est évidemment ancienne. Il y a toujours une concentration de la presse, sauf à des moments très particuliers, en particulier la Révolution française, où tout d'un coup, que mille fleurs s'épanouissent et qu'il y a eu tout d'un coup plein de journaux partout, des journaux qui ne duraient pas, parce qu'ils n'étaient pas fondés sur une question économique. Donc la presse, elle a toujours été à forte concentration. On est passé en France d'une presse tellement concentrée qu'elle était totalement, elle appartenait d'une certaine manière au pouvoir politique. Et d'ailleurs, quand la télévision est née, et la radio c'était un peu pareil, c'est plus que concentré, puisque c'était totalement contrôlé par une seule voix qui était la voix de l'État, en fait du gouvernement. Donc la concentration de la presse, elle est ancienne. Elle est bizarre parce que certains ont voulu acheter des journaux parce qu'ils voulaient contrôler l'opinion, et d'autres ont voulu acheter des journaux ou en fabriquer pour faire de l'argent. Et les deux ne sont pas forcément liés, mais de toute façon, même si à un moment donné, même ceux qui veulent faire l'opinion, on cherche à gagner de l'argent, et même ceux qui voulaient faire de l'argent cherchent à gagner l'opinion. Les choses se mélangent. Donc la concentration de la presse est ancienne. Et qu'est-ce que font les journalistes et les médias pour essayer de se débattre avec l'influence de leur patron? Leur patron, ça peut être le politique, ça peut être le milliardaire, ça peut être un entrepreneur passionné par la politique. On connaît l'histoire de François Coty, le parfumeur richissime qui s'achetait des journaux. Voilà, les journalistes, eux, sont des gens qui sont formés par l'article 10, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Et peu sont là, il y en a eu bien sûr, mais peu sont là pour se faire du pognon. Beaucoup sont aussi parce qu'ils sont porteurs d'une certaine idée de l'opinion publique. Donc il y a eu des méthodes pour se défaire de cette influence, et ça va être la loi, la fameuse loi de 1881 qui va essayer de donner aux journalistes de la liberté. Ensuite, il va y avoir des lois qui protègent les journalistes, la loi Le Brachard du 19e siècle. Il va protéger les journalistes, il va leur donner des armes pour se battre contre les patrons. Ça ne va pas suffire. Ils vont à ce moment-là faire des chartes, faire des textes, et puis on voit bien maintenant, ils créent des instances de déontologie, ils créent des labels pour la confiance. Si vous voulez, l'idée, c'est que ce sont aux journalistes de se battre contre l'influence de leur patron, et pour se battre avec un peu de force, les journalistes sont comme des salariés, eh bien, ils vont se créer des instruments. C'est très important de dire que lorsqu'on interroge les Français pour savoir comment se battre contre l'influence et le contrôle, eh bien, ils comptent beaucoup, presque 40% sur les journalistes pour se défendre eux-mêmes contre l'influence. Donc, ils accusent les journalistes d'être vendus au patron, c'est les études sur la Croix, et en même temps, ils comptent sur eux pour se défendre leur face à autonomie. l'influence. Donc on le voit dans l'histoire de la presse et dans on verra ça dans notre procès. Beaucoup de choses sont un peu contradictoires à mon avis, parce qu'on est contradictoire, on est tous un jour un truc, on pense un truc, le lendemain autre, et aussi parce que quand on parle de la presse, quand on parle des médias, on parle de choses très différentes. Vous avez le temps pour une dernière question. Oui, ce sera la dernière. Merci Madame la Présidente. L'époque que vous nous avez dépeint, c'est une époque où la presse parlait aux Français, s'adressait aux Français, qu'on parle de grands quotidiens, de chaînes de télévision. Aujourd'hui, c'était une logique descendante, verticale, une offre descendante, une offre forcément payante. Internet a rebattu complètement les cartes. On voit émerger des médias en ligne, parfois gratuits, une logique beaucoup plus horizontale. Comment on peut croire que les médias,
notamment du fait de la concentration dont on vient de parler, sont structurés pour s'adapter à cette nouvelle donne? Est-ce qu'ils ne sont pas obsolètes en tant que structure, en tant qu'organisme, pour être à la hauteur de l'agilité, de la vitesse des révolutions qu'on est en train de vivre? Alors, comme toujours dans l'histoire des médias et dans l'histoire de la presse, les médias se sont adaptés à cette nouvelle configuration. Même si, d'une certaine manière, les choses n'ont jamais été aussi simples. Par exemple, les premiers journaux ne s'adressaient évidemment pas à tout le monde. Ils s'adressaient aux gens qui savaient lire, aux gens qui pouvaient se payer le journal. C'était très compliqué. Progressivement, c'est s'adressait de plus en plus de gens. Mais il y a toujours eu des vraies ruptures selon les journaux, selon les moments, entre les différentes configurations de français. Mais ce qui est vrai, et ça c'est vraiment Internet et le numérique qui a permis, même si on peut trouver des choses équivalentes sans le numérique, il y a eu l'intervention du lecteur. Le lecteur devient, en tout cas se prend pour aussi un journaliste. Et là, il y a une intervention comme source. Les médias vont essayer de chercher dans les réseaux sociaux, sur Internet, des éléments qui vont leur permettre de trouver cette fameuse opinion publique pour laquelle ils parlent, au nom duquel ils parlent, hein, c'est le journaliste ventriloque. Et en même temps, ils vont aussi trouver des interlocuteurs, des gens qui vont se présenter comme journalistes. Donc, qu'est-ce que vont faire les médias? D'abord, ils vont aller massivement sur le numérique. Hein. Il n'y a pas un grand journal qui n'est pas sur le numérique, à part le Canard enchaîné, mais ce qui n'empêche pas qu'il est toujours aussi important. Hein. L'avant-dernière élection s'est faite sur les révélations du Canard enchaîné, il ne faut jamais l'oublier. Journal historique né de la résistance et n'étant pas sur le numérique. Donc voilà, il faut relativiser quand on parle d'influence et des faits. Et ensuite, ils vont donc se transformer en médias numériques et ils vont donner la parole à ce monde horizontal dont vous décrivez. Mais il n'y a pas une totale victoire du monde horizontal dont vous parlez quand même. Parce que quand on interroge les gens sur quels sont les médias en lesquels vous avez le plus de confiance, eh bien, ils mettent Internet, c'est-à-dire eux-mêmes, c'est-à-dire les horizontaux, absolument en dernier degré. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et quand ils vont chercher des informations, contrairement à ce qu'ils disent dans certains sondages, eh bien, ils vont chercher dans les médias dits historiques, Le Monde, la télé, même BFM, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils ne font pas confiance. Les lecteurs, les Français, ils ne font pas confiance aux réseaux sociaux, ils les utilisent, ils les lisent. Ils les lisent toute la journée. Et ils interviennent dedans, ils y vont. Hein, très massivement. Maintenant, on sait que ça fonctionne aussi en bulle. Hein, c'est le mythe de tout le monde va parler à tout le monde et n'est qu'un mythe. D'abord parce qu'il n'est pas possible. Donc voilà. Et donc il y a des systèmes de bulles, il y a des systèmes de forte archipélisation. Mais de toute façon, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en moi. C'est l'histoire comme les sociologues, la troisième personne. C'est l'effet troisième personne. Moi, je sais que ce que je dis c'est vrai. Alors là, j'en suis sûre, c'est vachement bon ce que je dis. Mais mon copain, lui, il dit n'importe quoi. Il croit à tout ce qu'on lui raconte, etc. Donc voilà, c'est l'effet troisième personne. Le fameux, c'est pas moi qui ai un problème. C'est pas moi qui ai un problème. Moi, ce que je dis, c'est vrai. Et bien, alors, je juge en fonction de ce que je suis, tout seul, moi avec moi-même. Donc je pense que tous les autres ont tort quand ils sont pas d'accord avec moi. Et mon voisin, mon frère, mon père ou mon pote, lui, il se trompe. Donc il y a un effet à la fois d'horizontalisation de l'information, de la presse, et en même temps, elle n'a pas gagné dans les cœurs et dans les esprits. C'est ça qui me semble... On a pas mal de défense quand même. Pas mal de contradictions. Merci. Des contradictions, parce qu'on parle de choses plurielles, et aussi de défense. Nos filtres cognitifs nous protègent beaucoup du chaos informationnel dans lequel nous vivons. Merci, Madame Vermasson. Merci, Monsieur le procureur. Maître, le témoin est à vous. Restez. On n'en a pas fini avec vous. Oui, parce qu'il a eu un petit peu plus que 5 minutes, mon ami procureur, là. Hein. Je n'y suis pour rien. C'est les historiennes. Oui, c'est ça. Mea culpa. Non, Madame Vermasson, vous avez été manipulée. Voilà ce qui s'est passé. Comme tout le monde. Madame Vermasson, le procureur voudrait nous faire croire à une crise de la presse, celle des journaux, pas celle du vin. Celle-là, il sait que tout va bien. Comme s'il avait existé un âge d'or de stabilité auquel il fallait aspirer à retourner. Mais est-ce qu'il a seulement existé, cet âge d'or ? Alors, l'âge d'or, il est de toute façon, quel que soit les mondes, dans la tête des gens. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'âge d'or. La presse vit dans la crise.
Elle vit dans les crises qui sont multiples. Les crises, c'est l'économie, hein, l'histoire des sous, les contrôles, les pressions, la guerre. Hein, la presse est la première victime de la guerre, et comme la vérité. Et surtout, et là on est en plein au cœur de nos affaires et des générations futures, la presse, elle vit au rythme des évolutions techniques. Les techniques pour fabriquer des journaux et les médias qui vont vous complètement concurrencer, vous faire disparaître ou pas. Et les historiens des médias savent qu'aucun média n'est jamais disparu pour le moment. Donc chacun a un peu une certaine tranquillité pourvu qu'il s'adapte quand même. Donc on peut convenir qu'il y a quand même une grande force du secteur qui se vérifie depuis un siècle et demi, qui est de pouvoir perdurer dans l'adversité. Surmonter les crises, ça fait partie du job premier des journaux et de la presse. Donc, il y a eu quand même un âge d'or, ce moment. Il y a eu des âges d'or, le moment où tout d'un coup, la liberté de la presse arrive. Elle permet aux uns et aux autres de parler, d'intervenir dans l'espace public. Je parlais de la Révolution française. C'est un certain âge d'or. Mais on voit bien que les âges d'or se terminent toujours par l'horreur, la plupart. C'est-à-dire que la fin de l'âge d'or, c'est en réalité la fin de la liberté d'expression, ce qui concerne la Révolution française. Donc, l'âge d'or, il faut s'en méfier en tous les cas lorsqu'elle est trop mythique. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, cette histoire de presse comme phare dans la tempête informationnelle, comme label de confiance. Est-ce que c'est un mythe, comme certains aimeraient nous le faire croire aujourd'hui, ou est-ce que c'est une réalité ? Alors, je suis gênée par le mot presse, comme je l'ai dit au début, mais ce qui nous a frappé dans nos recherches, c'est comment, au moment des crises, en particulier au moment des attentats sur lesquels au CNRS on a travaillé, on a vu que les gens qui avaient été massivement, surtout les jeunes, informés par les réseaux sociaux, hein, ils ont attrapé l'information comme ça, sur ce qui se passait à la République, eh bien, ils ont pris une intervention et ils sont allés voir du côté des journaux de télévision, hein, qui est la première source d'information des Français, c'est la télévision, massivement, hein, plus de 50%. Et puis, ils sont allés même voir dans la presse écrite pour les plus âgés. En tous les cas, il y a eu un retour, ce qui évidemment pour une historienne des médias est étonnant, parce que pendant des dizaines d'années, la télévision, c'était le média le moins fiable. Et ce n'est plus vrai. Face aux réseaux sociaux, les gens se retournent pour savoir ce qui est solide vers les médias historiques. Vous voyez, monsieur le procureur, quand on pose des questions claires, qui vont dans le sens de la vérité, on obtient des réponses qui vont droit au but. Adressez-vous à votre témoin. Je vais le faire. Madame Vera-Masson, dernière question. Notre débat s'intitule « Engager les audiences de demain, faut-il encore croire en la presse ?» Ce titre, il insinue que la presse ne saurait plus parler aux audiences de demain, qu'un jour, elle a su. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, est-ce que c'est vrai que la presse, elle a su parler un jour aux jeunes ? Non. Moi, je crois que c'est un mythe. C'est-à-dire que la presse pour jeunes a parlé aux jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des journaux pour les jeunes. C'est pour les enfants, pour les ados, enfin les ados un peu plus tard, mais depuis qu'il y a du papier, puisqu'on est en papier, mais ça va être pareil avec la radio, ça va être pareil avec la télévision, on va créer des médias, de la presse pour les jeunes. Mais la presse d'information, et à mon avis c'est ça dont vous parlez... On parle un petit peu plus large quand même, hein, c'est pas que information. Alors la presse elle a toujours a trouvé dans les jeunes un moyen d'exister, de leur parler, de les distraire essentiellement. Mais l'idée que, en particulier les médias... La presse sérieuse, c'est à ça que vous pensez. La presse sérieuse serait... que les jeunes se détourneraient de la presse sérieuse, qui ne s'informeraient plus, qui ne s'intéresseraient plus à la politique, ça me semble un mythe. Moi, je connais bien la télévision. Depuis des années 50-60, les gens, les hommes et les femmes de télévision cherchent à attraper les jeunes. Donc, à part les petits qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir et qui regardent massivement la télévision, dès que les jeunes peuvent sortir, les ados, et puis après les jeunes avant le mariage, il y a une période, ils ne regardent plus la télévision parce qu'ils ont autre chose à faire. Je vous remercie, Madame Vera-Masson. Merci. J'ai terminé. Merci de la concision. Nous allons maintenant passer à l'audition du témoin numéro 2. Si vous voulez bien vous avancer à la barre. Je vous laisse décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour. Bonjour, je m'appelle Axel Bossard, je suis fondateur et rédacteur en chef du média en ligne Spotters et je viens ici pour vous parler en fait un peu de tout ce qui se passe au niveau de la culture internet et notamment de celle des jeunes qui est en train d'émerger et qu'on traite au quotidien, nous, dans Spotters. Voilà. Vous allez nous expliquer TikTok.
TikTok ou TikTok, comme TikTok. vous le voulez. Très bien. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Il a pas juré, ce témoin. Ah oui. Levez la main droite. Jurez-vous de parler dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Merci. Merci de ce rappel. Merci pour votre vigilance, Maître Pinault. Constante. Oui, je n'en doute pas. Monsieur Axel Bossard, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc le créateur, vous l'avez dit, du média en ligne Spotters, que Maître Pinault considérait sûrement comme de la presse non sérieuse, avec l'arrogance qui le caractérise. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez créé ce média en ligne, qui au départ était, je crois, un outil de veille? C'est ça, oui. Et est-ce que ce n'est pas le moteur, d'abord le fait que le jeune homme que vous êtes ne se retrouve absolument pas dans l'offre de presse qui existe aujourd'hui en France? Spotters est un média qui explore Internet et sa culture. Personnellement, je fais partie de ces jeunes-là qui sont ce qu'on peut appeler des enfants Internet, qui ont grandi avec Internet et surtout avec la culture web. Aujourd'hui, la culture web, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui nous vient de TikTok, justement, de Twitter, voire même de réseaux comme Reddit, ce qu'on peut appeler les mèmes, les grandes tendances également qu'on retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux et qui sont adressées de temps en temps par les grands médias. Néanmoins, il y a aujourd'hui, je pense, à cause de cette culture émergente, une fracture générationnelle qui est en train de se créer. On peut le constater. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je parle avec simplement mes parents ou même des personnes qui ont 10 ans de plus que moi, on sent vraiment un grand décalage entre ce que moi, je consomme en termes de contenu et ce qu'eux consomment. Ainsi, Spotters a eu pour objectif de répondre à ça, d'adresser cette culture qui est parfois un peu oubliée, qui est parfois un peu maltraitée, voire traitée absolument avec un manque de respect par certains titres, on peut le dire, parce qu'il y a une forme de mépris qui existe aussi par rapport à la culture Internet, parce que c'est la culture des jeunes, etc. Le problème étant que ces jeunes-là évoluent avec ces cultures et que dans 10-15 ans, on continuera à évoluer avec cette culture-là. Et donc, il va falloir un jour ou l'autre commencer à l'adresser. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Spotters. Vous y parvenez, puisque je crois que votre audience est jeune. Vous arrivez à engager les audiences de demain? Oui, on a effectivement une audience qui est plutôt... ce qui est intéressant, c'est qu'on a une audience qui est tierce, avec une partie vraiment de jeunes qui sont là et qui consomment la culture web au quotidien et qui sont là pour la voir être représentée sur notre média. On a d'autres personnes qui sont également des jeunes qui sont là pour, on va dire... rester à la page, parce que tout le monde n'est pas un fervent grand consommateur comme moi de la culture web. Néanmoins, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on évolue avec. Et enfin, on a une audience qui est plus tierce, avec un grand public de professionnels et on peut dire des personnalités politiques, des journalistes, voire même des professionnels de la communication qui suivent également Spotters pour rester à jour sur ces sujets. Dans les raisons pour lesquelles vous avez créé ce média, il y a aussi un constat qui est celui que les pratiques de consommation, pas seulement de l'information et de l'actualité, mais de la presse en général, ont changé. Les gens lisent moins, regardent beaucoup plus de vidéos. L'audio remarche bien, en tout cas se diversifie, mais on a clairement un moment, on est à un moment d'histoire de la presse où les gens lisent moins, voire pas du tout, voire partagent des contenus et réagissent à des contenus sans même les avoir lus. Comment vous analysez ce phénomène? Est-ce que les articles de presse, c'est fini? Déjà, je pense qu'il y a un premier point à adresser, c'est qu'effectivement, la presse écrite intéresse de moins en moins les jeunes. Il y a très peu de gens qui, au final, parmi nous, en lisent. Et après, la presse écrite va aussi connaître une existence sur le web, donc par le biais des sites internet. Et là, pour le coup, pareil, on constate que, en fait, mine de rien, sur Twitter notamment, il y a plus les titres des articles qui sont lus, sans forcément aller cliquer dessus pour ensuite aller découvrir ce qui se cache derrière. Nous, par exemple, chez Spotters, ce qu'on a fait, c'est qu'on a internalisé directement sur Twitter notre contenu. C'est-à-dire que tous nos articles sont écrits directement sur Twitter par le système de thread qui nous permet du coup de développer un propos, de montrer des exemples, des images, etc. Et du coup, nos threads sont lus parce que y a juste à appuyer sur un tweet et puis hop, tout déroule ensuite. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas non plus abandonner tout ce qui va être écrit, puisqu'en fait, les articles sont, on va dire, l'objet principal quand même, où il y a le plus de contenu, où il y a celui qui est le plus intéressant. Le vrai enjeu va être plutôt celui de trouver les bons formats pour s'adresser aux nouvelles générations et donc adapter ces contenus, ces articles à des formats, on va dire, qui sont consommés par les jeunes. On parlait du format vidéo, je crois beaucoup en ce dernier, notamment format court, tout ce qui est TikTok, Reels, etc., qui fonctionne énormément auprès des jeunes. Et
Et je pense qu'il faut vraiment intégrer cette réflexion sur la façon dont l'article, dont le contenu va être ensuite réutilisé sur différents formats. Typiquement, il faudrait qu'il y ait, je pense, des brand content managers qui soient directement intégrés dans les rédactions afin de réfléchir à la façon dont les articles vont être portés ensuite sur les différents réseaux sociaux afin de leur faire connaître une vie sur les réseaux sociaux qui permettra du coup aux jeunes d'aller les regarder. Donc typiquement voir comment est-ce qu'on adresse tel article sur TikTok, tel article potentiellement sur YouTube, etc. et qu'on crée une constellation de cette manière. Vous avez parlé des formats, il y a aussi quelque chose d'assez spectaculaire autour de l'incarnation. Les marques de presse aujourd'hui semblent penser qu'elles sont plus fortes, qu'elles sont suffisamment fortes pour parler aux audiences de demain. Or, on se rend compte que les jeunes, le mot qu'on met un petit peu derrière les audiences de demain, adorent l'incarnation, enfin recherchent une forme d'incarnation. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme retard culturel de la part des médias sur cette question de la personnalisation, de l'incarnation? Je pense qu'il y a quelque chose d'émergent avec cette culture numérique qui prend de la place de plus en plus dans le paysage médiatique depuis ces dernières années. C'est le phénomène des influenceurs et des créateurs de contenu. Aujourd'hui, les jeunes ont pris cette habitude d'avoir affaire à quelqu'un avec qui ils se sentent extrêmement proches, d'avoir quelqu'un vraiment un influenceur en face d'eux, en fait. Et les médias en ligne, pour certains, l'ont bien compris. Je pense par exemple à des médias comme Brut, avec des journalistes comme Charles Villa qui sont extrêmement incarnés. Je pense par exemple à Blast avec Salomé Saké typiquement, ou bien même, j'ai envie de dire, le roi parmi ce domaine-là, c'est Hugo Décrypte, qui a réussi à créer un média par le biais de sa propre image, en fait. Vous citez des nouveaux médias, pas des vénérables médias. Exactement. Et je pense vraiment qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans la presse à aller incarner ces journalistes, à faire confiance aux nouvelles générations qui font aussi partie du milieu du journalisme. Les nouvelles générations, c'est pas que des consommateurs, il y a aussi des professionnels qui ne demandent qu'à être écoutés et qui demandent qu'à, on va dire, pouvoir adapter eux aussi la façon dont ils consomment au quotidien le contenu des rédactions. Merci, Axel Bossard. Merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur. Maître, le témoin est à vous. Monsieur Bossard. Monsieur le procureur. Moi, c'est monsieur l'avocat. Monsieur l'avocat, pardon. Ça va? Ça va très bien. Vous en avez pas marre de dire les jeunes depuis tout à l'heure, comme si vous aviez 50 ans? Non, ça va, je me sens plutôt bien. Okay, c'est bien, il a dit aussi qu'il y avait des jeunes diplômés. Moi, oui, tout se passe très bien, le respect est grand. Monsieur Bossard, des exemples de marques, on va dire le mot ringarde, qui connaissent une seconde jeunesse, il y en a des tas, non? Absolument. Enfin, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de mort, on va dire, qui est intrinsèque, enfin, à la ringardise. C'est pas parce qu'on est ringard un temps qu'on l'est toujours. On a eu pas mal de marques qui l'ont été. Je pense notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de marques qui vont aller communiquer d'une manière un peu étrange, qui vont essayer de s'adresser aux jeunes d'une manière parfois un peu datée et qui vont se faire pendant un moment un peu malmener. Mais en fait, il suffit simplement d'avoir, je pense, de réaxer un peu sa manière de faire et de se remettre en question afin de pouvoir sortir de ça. Et généralement, on peut très facilement réussir à reconquérir les audiences qui, avant, te trouvaient ringard, parce qu'il y a un peu ce côté aussi revanche que les gens aiment bien voir aussi dans ces moments-là. Et justement, pour changer cette façon dont on parle, vous parliez de professionnels, de nouveaux professionnels qui ne demandaient qu'à être écoutés, qu'à prendre la parole. Est-ce que c'est pas en fait à eux qu'il faudrait donner la parole quand on est une marque un peu ringardisée aujourd'hui? C'est ça. Je pense qu'il y a un vrai savoir-faire aujourd'hui dans les rédactions. Je ne suis pas du tout là à vous dire qu'il faut jeter tout ce qui se fait, c'est pas du tout le cas. Au contraire, il se passe plein de belles choses et il y a des vrais professionnels qui viennent aujourd'hui et qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine et qui connaissent les nouveaux formats, qui connaissent les nouvelles audiences et leur culture et comment s'y adresser. Il s'agit juste, je pense, peut-être de leur donner une place un peu plus importante et de les écouter un peu plus parce qu'elles sauront s'adresser aux générations futures, elles sauront les comprendre, elles sauront savoir ce qui les intéresse et surtout comment les intéresser. Et c'est ça pour moi le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de donner la parole aux gens qui connaissent ces générations futures parce qu'il n'y a rien de mieux que ces générations futures-là pour s'adresser aux générations futures. Et parce qu'il n'y a rien de pire pour parler à
un jeune que de faire semblant d'être jeune. Ah, ça, pour le coup, c'est, on va dire, la grande problématique du jeunisme. Hein. On a plein d'exemples aujourd'hui de marques, notamment sur Twitter, les réseaux sociaux, qui ont envie d'essayer de faire du jeune. Et il y a beaucoup de backlash à ce sujet. Pour le coup, il y a un peu un sentiment, je pense, de la part de grande gêne. Ah bah, il y a de la gêne de la part des audiences. Il y a un problème aussi d'opportunisme, c'est-à-dire qu'il est constaté, on le voit quand c'est mal fait, et du coup, il y a à se dire, bah, c'est bon, okay, tu veux nous vendre ton produit, autant nous faire ta pub directement, on va mettre en sponsorisé, quoi. Et surtout, je pense que il y a un peu de la colère aussi qui se fait par rapport à ça. En mode, vous ne respectez pas notre culture, vous la prenez et vous la réadaptez comme bon vous semble, alors qu'en fait, il y a de meilleures manières de le faire. Et je pense que ces jeunismes, parfois, peuvent relever d'un certain... peuvent en tout cas être assimilés comme du mépris de la part des personnes qui tentent d'en faire. On parle de pub, là. Puisque le nerf de la guerre, on est d'accord, c'est l'argent, que le nerf de l'argent, pardon, c'est la pub, et qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne campagne, mais qu'un vilain placement de produit, c'est la gêne, hein, on est d'accord. Est-ce que, quand on accuse aujourd'hui la presse, on ne se trompe pas un petit peu d'accuser? Est-ce que c'est pas le trio annonceur, communicant, média, quel que soit le média d'ailleurs, ça marche aussi sur les réseaux sociaux, qui est en fait en porte-à-faux ici? Alors, je tiens quand même à le repréciser, il y a une vraie difficulté aujourd'hui dans la presse à s'adresser aux jeunes audiences. Néanmoins, il est vrai que de ce côté-là, il y a aussi des problématiques. Typiquement, je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui pensent savoir parler aux jeunes. Ce n'est pas le cas. On le voit dans typiquement les campagnes de jeunisme qu'on a pu constater plusieurs fois sur les réseaux sociaux, que bah, là, c'est les agences qui sont à l'origine de tout ça. Et il y a aussi un problème en agence, je pense, de remise en question par rapport à cette culture-là et à comment est-ce qu'on la mobilise. Et bien évidemment, il y a aussi une problématique du côté des annonceurs, dans le sens où il y a beaucoup d'annonceurs qui pensent à vouloir faire du jeune, mais en fait le font de la mauvaise manière, puisqu'en fait il y a beaucoup de réticence et beaucoup de, on va dire, de peur dans la mobilisation de cette nouvelle culture. Et du coup, des fois on se retrouve en agence certainement avec des propositions qui sont intéressantes, mais qui vont derrière être un peu charcutées, parce que oh là là, on ne peut pas utiliser ces mots qui sont très très jeunes, alors que pourtant c'est ce qu'on devrait faire, par exemple. Oui, soit on parle avec son langage, soit on utilise correctement le langage des autres. C'est ça, exactement. Je vous remercie, Monsieur Bossard. Merci. On peut l'applaudir. J'appelle à la barre notre troisième et dernier témoin. Veuillez vous avancer. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence aujourd'hui devant cette cour? Bonjour, je suis Anne-Violette Revel. Je suis directrice générale adjointe de Lagardère News. J'ai un peu peur de passer pour la vieille, du coup. Ça m'arrive pas si souvent que ça. Donc, Soyez naturel, je pense que c'est le conseil. Vous le serez toujours moins que monsieur l'avocat de la défense. Et c'est parti, allez. Madame Revel. Ok, voilà pour ma présentation rapide. Il faut jurer, c'est ça? Oui. Levez la main droite. Jurez-vous de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. C'est parfait. Alors, monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Revel. J'ai noté tout à l'heure que vous aviez dit que vous êtes un jeune homme à Axel, donc je ne sais pas ce que vous allez dire après ça. C'est intéressant ce petit aïe. Vous savez, il existe un média qui explore le futur qui un jour a lancé une collection de livres avec le slogan suivant: on est tous le vieux de quelqu'un. Voilà. Et ben voilà. Je pense que ça résume bien le... Ça vous va? Voilà, ça vous en dit long sur le Bravo. sentiment d'être jeune. On a toujours le sentiment d'être jeune. Il se faufile toujours, il se faufile, le procureur. Madame Revel, j'aimerais qu'on regarde une image, qu'on regarde un graphique. J'aimerais vous soumettre à la cour, à nos jurés, une pièce à conviction. Pièce à conviction en forme de graphique éloquent, tiré celui-là, je l'ai pris directement du projet de loi de finances de la France pour l'année 2022, dans lequel on apprend donc que les recettes de la presse en France ont diminué de 60% depuis 2000. Notamment, on le voit à cause de l'effondrement des recettes liées à la publicité. Le Sénat, dans son rapport, parle de la presse comme d'un secteur, je cite, durablement sinistré. Comment on peut croire qu'un secteur durablement sinistré peut réussir à engager les audiences de demain? Bon, alors je découvre ce graphique avec vous.
Je n'ai pas lu le projet de loi de finances en détail comme vous, pardon. Moi non plus, je vous l'avoue. Mais je pense qu'on parle là de recettes traditionnelles. On parle des médias offline. Je crois que depuis tout à l'heure, quand on parle de la presse, on a compris qu'il y a une acception assez large. Et en fait, on parle des marques de presse. Donc nous, entreprises de presse, j'aimerais bien faire du vin aussi, mais pour l'instant, on fait du papier et du numérique, justement. On ne se contente pas de notre support traditionnel print. Voilà. Les marques de presse, ce sont avant tout, on va dire, nos magazines et nos journaux. On est là pour parler de ça. Et qui sont complétés d'un univers numérique très riche. Et il me semble que cette évolution que vous décrivez oublie qu'à un certain moment de la courbe, qui peut être différent selon les groupes, on a pris en compte justement les usages et on a cherché justement à élargir notre modèle, à élargir d'abord notre offre, à élargir notre manière de la présenter et par construction nos revenus donc de diffusion vente au numéro abonnement, diffusion payante en ligne et bien sûr la publicité. Donc voilà, c'est un peu restrictif. Vous avez ensuite dit que le secteur était durablement sinistré. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Sénat. Donc vous avez repris ce mot. Donc bon, moi je dirais que notre support print, il est clairement challengé. Voilà, ces chiffres-là sur le print font peur. Mais je pense que vous avez eu une mise en perspective historique assez éloquente. On a su toujours aussi se réinventer et rebondir. L'audience de la presse aujourd'hui en France, elle est massive. Voilà. Donc, à ce que vous avez dicté comme petite phrase issue de ce rapport, je mettrai en face l'audience de la presse. Ce sont 96% des Français aujourd'hui en France qui lisent une marque de presse chaque mois. Pour les jeunes générations, puisqu'on en parle, je regarde un peu mes chiffres, pardon, mais sur les 15-34 ans, ce sont 91%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les supports, en fait. Le mobile arrive en premier, puis le print, et ensuite l'ordinateur et la tablette. Mais donc, ces usages sont une réalité. Nous sommes adaptés, et les revenus, du coup, de la presse peuvent trouver un relais, et Dieu merci, ne pas s'arrêter à ce graphique. On va parler justement du virage numérique, parce que le tournant pour la presse, c'est aussi le fait qu'elle ne contrôle pas, qu'elle contrôle beaucoup moins qu'avant, les canaux, les tuyaux de diffusion de l'information et de son offre de presse. Vous êtes, mais comme tant d'autres créateurs de contenu au-delà de la presse, à la merci d'un ajustement algorithmique de Facebook ou de Google. On sait que l'algorithme de Facebook valorise 20 ou 25 fois plus une vidéo qu'un article, par exemple. Ça oriente forcément l'offre de presse. Comment on fait pour engager les audiences demain si on ne maîtrise pas la tuyauterie de l'information ? Alors, avant de parler de tuyaux, moi je dirais que ce sont des partenaires. Ils sont incontournables et on peut pas se positionner contre de tels carrefours d'audience. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je crois qu'on a fait preuve à l'échelle de la filière presse de beaucoup de pugnacité dans le dialogue qu'on a eu avec ces grandes plateformes ces dernières années. On a fait valoir les spécificités d'abord du média presse. On a mis en avant justement tout le savoir-faire journalistique et on a obtenu justement un rapport de force qui nous permet d'avancer et de construire des relations, on va dire, durables, pérennes, où en fait chaque acteur sait ce qu'il apporte à l'autre. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Et si je peux faire un petit parallèle avec la vie, le monde réel, pour nos titres, on ne choisit pas... notre objectif, c'est la distribution et la vente au numéro quand on parle de nos magazines et de nos journaux. On ne va pas choisir les enseignes dans lesquelles on est proposé. Nous, on a à cœur d'être chez le plus grand nombre de marchands de journaux. Ce sont nos vitrines et d'être le plus possible sur le chemin des gens. Bon, il se trouve que sur le numérique, c'est exactement pareil. On ne va pas aller choisir. Donc oui, il y a des règles du jeu, effectivement. Déjà, on peut s'y adapter. On peut aussi les prendre en compte et s'en servir comme une opportunité. Les audiences qui arrivent de ces plateformes deviennent nos audiences. Et à nous, justement, de les transformer, d'en faire des lecteurs, des abonnés, des personnes engagées pour nos marques. Et l'énorme différence aussi, c'est qu'une fois qu'elles arrivent sur notre environnement, on les connaît.
ce ne sont plus justement des passants, etc. Là, c'est à nous de travailler aussi cette matière-là. Quand le deuxième témoin disait faire des vidéos, faire des nouveaux formats... Alors exactement, nous, notre offre, c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a diversifié notre manière de proposer les contenus. Donc, et par construction, si on sait vous l'avez dit, une vidéo remonte 20 fois plus fort, enfin une pondération 20 fois supérieure à la remontée d'un article sur une recherche, bien sûr, on va aussi s'y engouffrer. La manière de présenter l'information, le contenu éditorial qu'on produit, on sait le faire aussi sur des prolongements au-delà du papier, bien sûr, et on le prouve chaque jour. Ok pour l'adaptation, mais qu'en est-il de la création, de l'innovation? Ce sera ma dernière question. On a entendu Axel Bossard nous parler de l'agilité, enfin la facilité d'une certaine manière pour certains nouveaux médias de s'adresser à des nouvelles audiences, soit par une diversité de formats, soit une diversité de tons. Vous êtes, si je puis dire, de l'autre côté du spectre. Vous travaillez avec des très grandes marques de presse. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier, quand on est dans ce côté du spectre, je dirais, à la fois du poids de ces structures-là, et de l'inertie propre aussi aux très grandes structures, et aussi du prestige, de l'héritage de ces marques, au passé tellement glorieux qu'on a du mal à les projeter dans le futur? Je vais commencer par la marque Paris Match. Je pense qu'elle est connue de tous. Si je demande à l'audience, à l'assistance ici, de citer un slogan, vous allez tous me répondre: le poids des mots, le choc des photos. Avoir une telle universalité de connaissances et de puissance de la marque, c'est un atout magnifique. C'est certainement pas un poids. Ça nous oblige peut-être, mais c'est surtout une opportunité. Donc, aujourd'hui, l'audience de Paris Match, on parle de plus de 10 millions de lecteurs, quasiment 11 chaque mois, 490 000 exemplaires par parution qui sont diffusés. Les lecteurs de 55 ans et plus, en moyenne? En partie, mais pas sur le numérique, par exemple, pas sur les énormes audiences numériques qu'on a. Quand on fait 100 millions de pages vues sur parimatch.com chaque mois, on va dire, la diversité des audiences et les âges de nos audiences, et je reprends votre analogie, le spectre est assez large. Voilà, on peut aller de bas en haut facilement. Donc on va dire que ça, c'est une puissance, un atout sur lequel on s'appuie. À partir de cette matière, on arrive à faire des choses qui, justement, nous projettent plutôt dans le présent et bien sûr dans le futur, mais on n'est certainement pas dans le passé. En revanche, quand vous avez des archives photos, 15 millions d'archives photos à l'échelle de Paris Match, et que vous proposez des expositions sur mesure à des villes, à des institutions, à des partenaires, on fait ça plus de 20 fois par an aux 4 coins de la France. Voilà une manière d'être présent, ancré, et de certainement pas se reposer sur justement le souvenir du passé et se servir de ça pour se projeter. On a aussi un grand prix de photoreportage étudiant. Chaque année, les engagements et les propositions, les candidatures sont de plus en plus nombreuses. C'est parce que aussi ça s'appelle Paris Match. Ne vous laissez pas distraire par le greffier Gorce, dont on connaît le vice. Et surtout, je voudrais aussi revenir sur les hommes et les femmes qui font aujourd'hui nos marques de presse. Les équipes éditoriales, les équipes business, toutes les personnes sont d'une agilité justement vraiment époustouflante pour répondre à ces défis, et certainement pas assises autour d'une table avec une petite tasse de thé à se rappeler les souvenirs de l'avant-guerre. Certainement pas. Ça sera le mot de la fin en ce qui me concerne. Merci. Madame Revel. Il a été gentil, je trouve. Maître, le témoin est à vous. Moi aussi, vous allez me filer un coup de main et faire des relances à mes questions, Madame la Présidente. J'étais passionnée. Je commence à comprendre le sujet aussi. Je garde le meilleur pour la fin. Merci. Madame Revel, depuis le début de ce procès, on a tendance à pas mal jeter le papier avec l'eau du bain, ce qui est dégueulasse au propre comme au figuré. Pourtant,
je crois que une marque qui est dans votre portefeuille de médias, qui est le JDD, lance un mensuel papier, ce qui paraît complètement insensé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce pari, en quoi en fait il colle aux usages finalement de 2022 et pas qu'aux usages du papier? Donc ceci est une innovation. Oh là là, elle l'avait préparé. Je vous jure, on ne s'est pas préparé ça. Super. Voilà, ceci est une innovation. Et, Corruption de témoins. Placement de produits. Je n'ai rien fait. C'était pour prendre mes notes, je m'étais appuyée dessus. Allez-y, pardon, on vous interrompt. Voilà, donc le JDD Magazine, c'est effectivement une innovation en papier. Et une innovation en papier en 2022, mais pas que ce produit que j'espère que vous avez tous eu entre les mains. Je le vois, c'est une innovation en papier, je sens qu'on va... Bon, bref. C'est ça. Ouais, ça c'est plus difficile. Je suis très distraite par le greffier, mais je suis une fan inconditionnelle, donc je me retourne à chaque fois, pardon. Donc l'enjeu, le pari avec le JDD Magazine, c'était de proposer une nouvelle offre éditoriale qui puisse prolonger la lecture du JDD. Et c'est une innovation. Alors bon, le magazine, il est organisé autour de 3 grandes rubriques, le livre, l'enquête, le beau. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Il est bâti autour de la puissance du JDD, c'est-à-dire qu'on s'appuie un dimanche par mois sur la puissance du JDD parce qu'il est vendu comme un supplément du journal, et tout le mois qui suit, à partir de lundi, il est vendu de manière autonome comme un mensuel. Et ce dispositif de distribution un peu innovant, et j'ai pas peur de le dire, il est complété par un dispositif numérique complet, et dans les challenges un peu qu'on a souhaité relever avec ce lancement, on a lancé un podcast hebdomadaire. Donc là aussi, on joue un peu avec les périodicités, on mélange un peu tout ça dans le shaker, et c'est rafraîchissant, on va dire. Et le podcast, il s'appelle Le Son des livres. Tout le fil conducteur du magazine, c'est un magazine littéraire, le magazine de ceux qui lisent, avec ce que les auteurs et l'édition disent de nos époques, ce que la nouvelle lecture de l'actualité peut nous apporter en termes d'investigation, et quand on parle plutôt du beau et du lifestyle, comment la mode et l'art de vivre rencontrent la littérature. Donc bon, il y a un côté fil rouge autour de ça, et donc notre podcast Le Son des livres, vous pouvez à la fois écouter Édouard Philippe, qui a écrit une nouvelle inédite dans le premier numéro, comme entendre justement le prolongement d'une enquête, etc. Donc voilà un peu l'offre qu'on a proposée. Et donc ça, c'est dimanche prochain, le numéro 2, avec le JDD. Écoutez, Édouard Philippe, pour parler aux jeunes, là vous êtes en train de pousser Ça fait rêver. Vous êtes en train de pousser votre avantage. Ça vend du rêve. Un peu loin, mais ok, d'accord. Remontrez-leur. C'est superbe. On va parler d'une autre marque de votre portefeuille qui est Europe 1. Là encore, pas forcément une grande marque de jeunes a priori, mais donc Fanny Rascle, qui était productrice de podcasts sur Europe 1 jusqu'en 2021 et est aujourd'hui directrice du développement éditorial numérique de tout Lagardère Media News. Là encore, ça ressemble à un gros pari. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, celui-là aussi ? Donc, vous avez parlé de politique, donc c'est un petit cumul des fonctions, c'est assez inédit aussi. Effectivement, Europe 1 Studio, c'est notre studio historique de podcasts natifs et de mise en avant justement de tout le savoir-faire audio de Lagardère News. Et c'est ce que je viens de décrire avec le podcast du JDD Magazine, c'est parce qu'en fait, on a ce savoir-faire en interne autour de l'audio. Et je ne vous fais pas un dessin, on a parlé de la vidéo tout à l'heure, mais l'audio connaît également un grand boom, et on est très heureux de maîtriser en fait cette compétence-là pour la mettre au service des autres marques. Donc l'idée, c'est d'avoir une transversalité des talents, que le développement éditorial numérique ne soit pas justement siloté à l'intérieur des marques ou siloté à l'intérieur des médias, avec le print d'un côté, enfin les marques historiquement print d'un côté, la radio de l'autre, mais justement avoir cette transversalité. Et donc Fanny, elle s'occupe de cette équipe transverse. On a aussi recruté Thomas Bourgeois-Muller, qui vient enrichir la compétence audio avec la compétence vidéo. Donc c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure. Et cette organisation, elle colle aussi à ce que notre régie publicitaire propose.
Parce que nos opérations spéciales, elles sont pensées aussi pour cette multiplicité des formats. Et on a lancé il y a quelque temps un studio de création, Lagardère News Stories. Et en fait, tout ça se répond. C'est vraiment très cohérent. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, on essaye de proposer nos contenus, nos savoir-faire sur des plateformes les plus 360 possibles. Et ainsi se projeter justement... vous dites le futur, mais je pense que c'est juste rester ancré dans le présent, c'est déjà la réalité. J'ai une dernière question, et c'est la dernière question du procès, donc on va arrêter enfin de tourner autour du pot. Est-ce que ce sera une vraie question Ouais, ça va être une vraie question, monsieur le procureur. Regardez, écoutez. Quand on compare les audiences de la presse papier en ligne et celles des influenceurs, influenceuses spécialisées, est-ce qu'au fond, sans mauvais jeu de mots, on ne mélange pas les torchons et les serviettes? Vous allez faire plaisir au témoin numéro 2. Point d'interrogation. Merci pour les torchons. Moi, mon objectif, et je pense qu'on le partage ici, c'est qu'on ne devienne pas tous des Kleenex, en fait. Ah, let's go. Ni Axel, ni moi. Non, je pense que l'enjeu, il est là aussi. Donc, il n'y a pas de caste. J'espère que dans mes propos ce matin, vous n'entendez vraiment aucun mépris, aucune arrogance, parce que la proposition dans les médias, elle se doit d'être universelle. Notre audience, elle vient chercher justement des contenus, ou même parfois, elle ne sait même pas ce qu'elle cherche, mais elle arrive chez nous sans avoir de parti pris. Et c'est cette offre, justement, cette variété de propositions, cette variété de tons, cette variété de formats qui est la clé, en fait, de notre pérennité et de notre crédibilité. Alors, quand on prend un influenceur, par exemple, assez spécialisé, moi, je pourrais faire une analogie avec un journaliste spécialisé dans une rédaction traditionnelle. Ce qui les réunit, c'est l'expertise. Donc là, sincèrement, il n'y a pas besoin de les opposer. En revanche, si on prend un prisme un peu plus autour de l'information, le JDD et Paris Match sont des médias d'information politique et générale. Donc nous, c'est vrai que c'est un peu plus notre focus, on va dire. La dimension journalistique, là, elle arrive pour faire comme un rempart contre les fake news. C'est fondamental. C'est aussi notre survie qui en dépend. Donc là, on va dire on peut avoir une forme de labellisation. Mais... je pense pas, vraiment, il ne faut pas opposer les uns et les autres. Les audiences même peuvent être comparées d'un point de vue quantitatif. On peut tout à fait aller chercher ce type de comparaison. En revanche, nous, on met en avant justement tout ce qui est qualitatif autour de nos audiences. Mais je suis sûre que Spotters le fera quand il aura grandi, et je lui prédis un bel avenir. Voilà. Après, chacun met en avant ses atouts, met en avant tout ce qu'il connaît, met en avant sa segmentation. On a besoin justement de cette crédibilité et de cette pérennité. Voilà, c'est surtout pas nous comparer, surtout pas faire un système de caste. En revanche, enrichir, diversifier, nous permettre de nous inspirer de ce qui fonctionne et de ce qui est attendu. Et je pense même répondre à notre vocation, qui est même d'anticiper les besoins. C'est comme ça que je conçois les médias aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin. Vous êtes notre jeune à tous, Madame Revel. Merci. Merci. Bravo pour le Kleenex, hein, Xavier. Vous avez pu la trouver avant. On va passer... tous les témoins ont été entendus. Nous allons procéder au réquisitoire et à la plaidoirie. Bravo. Donc, on va d'abord entendre Monsieur le procureur. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vois que la brosse à reluire a été passée par la défense. Je vais donc choisir un autre registre de langage. Et sachez, mesdames et messieurs, que je ne suis pas forcément porteur de très bonnes nouvelles ce matin. Parce que la Cour ne cherche pas à savoir si la presse française met tout en œuvre pour engager les audiences de demain. Ça, on le sait, elle met tout en œuvre. Elle est sincère dans cette démarche-là. Non, la question qui est posée aujourd'hui, et tenons-nous à la question s'il vous plaît, c'est de savoir s'il faut lui faire confiance.
Est-ce qu'il faut faire confiance à la presse pour engager les audiences de demain? Alors, pour accorder sa confiance en général, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, il faut des promesses, il faut des discours, mais il faut aussi, et surtout des gages, il faut un minimum de garanties. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, ces garanties n'existent pas. Elles n'existent pas pour au moins 3 raisons dont nous avons parlé, mais que je vais me permettre de vous rappeler ou de creuser. La première, c'est que la presse est un secteur beaucoup trop fragile. Je laisse le Sénat parler de secteur sinistré. Je n'ose pas redire le mot, enfin je viens de le dire, mais bon, vous comprenez. Secteur trop fragile économiquement, c'est un euphémisme pour qu'on puisse lui garantir un futur, sinon radieux, du moins pas trop mouvementé. Les chiffres ne mentent pas, vous l'avez vu, et vous savez comme moi que la croissance de la publicité sur le marché numérique est très très loin d'être à la hauteur de ce qu'elle a pu être aux grandes heures de la presse papier. La réalité du secteur de la presse aujourd'hui, c'est des ventes en chute libre et des recettes publicitaires qui s'effondrent. Voilà le portrait. Deuxième raison, la presse est composée d'acteurs trop gros et d'acteurs trop concentrés, bien trop concentrés, pour réussir à innover éditorialement et économiquement. Résultat, elle fait quoi? Elle défend ses acquis. Elle le fait super bien, hein, c'est pas le sujet. Elle défend ses acquis, elle défend son passé, elle défend son héritage. Alors qu'elle est impuissante pour jouer la carte de l'audace, pour tenter de réinventer le futur de l'information. Elle n'a pas l'agilité. Et je pense qu'il ne faut même pas essayer de l'avoir. C'est peut-être pas à elle, en fait, de faire ça. Le prestige des grands médias, c'est à la fois leur force et leur piège aujourd'hui. Vous avez sûrement vu ces dernières années la transformation assez spectaculaire des kiosques à journaux, notamment ceux qu'on peut voir dans la capitale à Paris. Et bien, je crois qu'elle nous dit quelque chose du futur de la presse, malheureusement. Ça fait bien longtemps que dans ces kiosques à journaux, on ne fait plus la queue pour acheter son canard. Ça fait bien longtemps qu'on n'y croise pas des gens de moins de 55 ans et plus, la fameuse catégorie. Si ce n'est quelques touristes égarés, quelques couples de touristes étrangers perdus à Paris qui cherchent le chemin du musée du Louvre ou qui veulent acheter une petite tour Eiffel en plastique pour le gamin. Voilà ce que sont devenus les kiosques à journaux dans ce pays. En France, la presse va suivre cette voie, vous allez voir, c'est-à-dire celle d'une pseudo-diversification au nom du prestige éditorial, mais qui, en fait, ne fait rêver personne, et surtout pas les audiences de demain. Qui peut croire sérieusement que les audiences de demain rêvent d'un énième hors-série d'été sur la famille royale britannique, rêvent d'un NFT, d'une couverture de magazine vintage vaguement culte, ou rêvent de lire la prose d'un ancien Premier ministre? Non, voilà pour le portrait et pour la métaphore. Troisième raison, enfin, pour laquelle on ne peut donc pas faire confiance à la presse pour engager les audiences de demain, elle est d'ordre culturel. Il n'y a pas plus conservateur que le secteur de la presse. Parfois sans le savoir, hein, même en faisant des efforts, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont incroyablement conservateurs. Je prends l'exemple des journalistes, c'est un métier que je connais bien, puisqu'il se trouve que je l'exerce dans une vie parallèle, dans un métaverse. Il y a 15 ans, les journalistes, dans leur immense majorité, je prends le cas de la presse écrite, hein, c'est le plus incarné, le plus évident. Il y a 15 ans, les grandes plumes des grands quotidiens disaient « Jamais de la vie, j'écrirai pour le site web de mon média. C'est pour les petits jeunes, c'est pour les stagiaires. » Il y a 10 ans, les mêmes commençaient à devoir écrire pour le site web. Bon, ils avaient avalé leur couleuvre. Il y a 10 ans, ils prenaient de haut les blogueurs, ces vilains blogueurs qui osaient prendre des parts sur leur marché, sur leur petit précaré éditorial, mais qui n'avaient honte sur eux, pas de carte de presse. Il y a 5 ans, les mêmes refusaient de parler aux gens de la publicité, ceux du 3e, on évitait de les croiser dans les couloirs ou de leur dire bonjour, et refusaient encore plus d'assumer que leurs médias produisaient du contenu de marque. Il ne fallait pas en parler, il fallait avancer avec ces œillères. Aujourd'hui, c'est avec les mêmes œillères que ces journalistes, et plus largement la presse, empruntent le virage numérique, à reculons, en ignorant tous les producteurs d'articles, de vidéos et de contenus éditoriaux qui ne possèdent pas la fameuse carte de presse. Et la méfiance, la défiance, qui peuvent être des qualités journalistiques pour entrer dans certains sujets, dans certaines enquêtes, c'est nécessaire à l'exercice de ce métier, mais c'est la pire manière d'envisager le futur de sa profession. Mesdames et messieurs, le temps béni des rotatives est derrière nous, comme d'ailleurs tous les temps bénis de quoi que ce soit.
Le monde a changé et ce n'est pas avec les acteurs de la presse d'hier, aussi puissants, vénérables et respectables soient-ils, qu'on inventera le monde de demain. Un média ne peut plus se permettre d'arriver sur les réseaux sociaux avec ses gros sabots sans respecter les codes spécifiques de ces différents espaces numériques, sans comprendre que les fameuses audiences de demain demandent en fait de l'incarnation, ça a été dit et répété, plutôt que du prestige, demandent de l'originalité plutôt que de l'exigence. Et puis, ce n'est pas incompatible. Voilà. On peut être original et exigeant. Je vais revenir sur un chiffre qui a été dit par Madame la Présidente en introduction de ces débats. Vous avez bien fait d'ailleurs, vous me l'avez volé en quelque sorte, mais je vous en rends grâce. Hugo Décrypte, qu'on a vu dans la vidéo d'introduction, donc qui est le créateur de la Hugo Travers, qui est le créateur de la chaîne Hugo Décrypte. Cette chaîne a généré 313 millions de vues sur YouTube, donc sa chaîne YouTube, en 7 ans. 313 millions de vues en 7 ans. Et il totalise 1,7 million d'abonnés. Le Monde, 1,5 million, BFM, 1,4 million. La réalité de l'information et de l'état de la presse aujourd'hui, c'est ce chiffre. Il dit tout, il résume tout. L'incarnation est plus importante. Mbappé est plus important que le PSG. Le monde a changé. Ils ont plié le game. Donc, essayez pas de courir derrière, ça ne marchera pas, quoi. Désolé. Voilà pour toutes ces raisons, qui me semblent suffisamment éloquentes, mesdames et messieurs, à la question qui vous est posée aujourd'hui. Faut-il faire confiance à la presse pour engager les audiences de demain? Je vous invite, vous l'aurez compris, à répondre non, et un non franc et massif. Merci. Ça sera tout, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le procureur. Avant de passer au verdict, le dernier mot est donc à la défense. J'appelle à la barre Maître Pinault. Vous avez la parole. Vous aussi, vous avez besoin d'un autre métier pour vivre ou l'inverse ou... Ça ira, Madame la Présidente. Monsieur le procureur, si le monde avait vraiment changé, vous diriez Mbappé et pas Mbappé. Et si les sénateurs français étaient des grands prospectivistes, je pense qu'on serait tous au courant. Permettez-moi, ce matin, de ne pas m'alarmer de la mort prétendument imminente de la presse. Et pour cause, quand une situation aussi instable soit-elle perdure depuis près d'un siècle et demi, on ne parle pas de crise, on parle de système. Un système qui, en l'occurrence, repose depuis si longtemps sur un modèle économique si bancal qu'on peut admirer l'abnégation de ses parties prenantes, mais qu'on ne peut pas croire qu'il est, cette fois-ci, pour de bon, sur le point de s'effondrer. Une autre chose à laquelle on ne me fera pas croire ce matin, c'est l'existence dans un passé proche ou lointain d'une époque où les jeunes de 17 ans s'asseyaient en terrasse, pipe à la main droite ou la main gauche, et feuilletaient distraitement les dernières nouvelles d'Alsace, le soir, le petit journal. Passer par voie de presse pour parler aux jeunes, ça n'a jamais été un truc. Pour la bonne et simple raison qu'à vrai dire, entre 13 et 18 ans, aucun adulte ne sait vous parler, en fait. Et je pense qu'il y a bon nombre de parents dans la salle qui en ont encore fait l'expérience ce matin, et on est de tout cœur avec vous, les amis. Ce qui s'est donc passé pour la majorité d'entre vous dans cette salle, c'est que, rappelez-vous, au bout de quelques années, quand avoir de la conversation est devenu un avantage comparativement supérieur à avoir un scooter, vous avez ouvert un magazine pour faire genre que vous étiez un adulte. Là, vous vous êtes rendu compte que c'était intéressant, et puis vous avez recommencé. Or, aujourd'hui, là où il y a danger, c'est que cette bascule, cette conversion sur le tard, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas parce que les futurs adultes, ils consomment déjà du contenu sur d'autres plateformes, dont ils sont très contents, ça siffle un petit peu, dont ils sont très contents, et dont ils pourraient tout à fait continuer à se satisfaire pour toujours à l'avenir, à moins que vous ne leur donniez de très très bonnes raisons d'aller voir ailleurs. L'enjeu, c'est donc pas de reconquérir un marché que vous n'avez jamais eu, c'est de le conquérir tout court. Donc c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Notre génération, pareil, à nombreux dans cette salle, s'est bien laissé convaincre que donner des prénoms de poilus de la guerre des 14 à ses enfants, c'était un petit peu décalé. Et que la Suze mélangée à la limonade, c'était super, ça avait très bon goût. Donc on devrait pouvoir convaincre nos petits frères, nos petites sœurs, d'aller un jour cliquer sur les contenus du Monde ou de L.fr, ne serait-ce que par attrait du vintage. La condition, on l'a dit, c'est de les respecter en tant qu'audience. De ne pas juste poster le chapeau de l'article, hop là, de façon générique sur toutes les plateformes, de ne pas juste les enjoindre à commenter
en attendant de l'engagement, comme si en fait les jeunes ils aimaient juste liker, partager, cliquer, faire des trucs du numérique, c'est super. Le numérique, les amis, c'est le vrai monde. Dans le vrai monde, ça vous viendrait pas à l'idée d'envoyer Marie et François de la rédac dans la cour de récré du lycée avec une casquette à l'envers, des cartes Pokémon, un t-shirt je peux pas, j'ai piscine, et sincèrement attendre qu'ils se fassent des nouveaux copains. Donc, la solution pour que la presse, elle engage les audiences de demain, en un mot commençant, c'est que ce soit les audiences de demain qui fassent la presse. Il faut les embaucher, eux, pour travailler avec vous, pour de vrai. Pour de vrai, pas juste pour servir de porte-voix à des textes écrits par d'autres, ou pour les cantonner à faire de la veille ou de la recherche icono, pour les artistes, pour les articles des journalistes sérieux. On est d'accord là-dessus, monsieur le procureur, des vrais jobs, des vrais jeunes aussi, attention, je vous vois faire. Embauchés pour produire des choses qui trouveraient grâce à leurs yeux. Et là, ça devient un petit peu technique et il va falloir leur faire confiance parce que quelque chose qui trouve grâce aux yeux d'un adolescent de 17 ans, ça ne trouve grâce aux yeux de personne d'autre. Encore une fois, les parents dans la salle le savent. Cœur sur vous, les amis. Bon nombre de ces contenus vont se planter, décolleront pas avant d'avoir trouvé les bonnes formules, mais là, c'est justement à ça que servent les reins solides des groupes de presse, à pouvoir prendre des petits risques calculés. Donc honnêtement, jusqu'ici, rien d'injouable. Par contre, et c'est un dernier point important, et là encore, je vous vois, pour qu'à travers une presse rajeunie, les messages des annonceurs puissent toucher efficacement de nouvelles audiences, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là, j'ai l'impression. Eh bien, faire des jolis titres de presse innovants et sincères, les amis, ça ne sera pas suffisant. Il faut que la publicité, elle aussi, on l'a dit, soit innovante et sincère, sans quoi vos audiences de demain, elles n'auront aucune pitié. Elles adbloqueront vos encarts, elles passeront sans les lire vos publis rédactionnels bourrés d'éléments de langage, et elles mettront la misère à vos placements de produits sur Twitter. Et à la fin, elles iront voir ailleurs, et tout sera à refaire. On aura fait tout ça pour rien. Donc, mesdames et messieurs, les jurés, les wannabes fossoyeurs de la presse annoncent son obsolescence programmée depuis près d'un siècle. Et depuis près d'un siècle, elle s'est adaptée à tout. Ça fait près d'un siècle qu'elle vous informe, qu'elle vous distrait, qu'elle vous fait réfléchir, qu'elle vous donne des nouvelles, des anges de la télé-réalité. Plus d'un siècle qu'elle est un contre-pouvoir vital, un phare dans les moments difficiles comme dans les dimanches pluvieux. Dieu sait que des moments difficiles, il y en aura encore, que des dimanches pluvieux, Inch'Allah aussi. Les générations futures, du coup, elles comptent sur vous, journalistes, annonceurs, communicants, pour travailler ensemble, afin que demain, la presse soit à leur côté, comme elle fut au nôtre. C'est possible, mais il faut y croire. Bien sûr qu'il faut croire en la presse. Je vous remercie. Vous m'avez régalé ce matin, tous les deux, cœur. L'heure du verdict a sonné. Je vais sortir avec nos 4 jurés d'honneur qui sont là au premier rang, qui étaient attentifs. Ça vous a plu? Vous êtes prêts? Vous avez une idée arrêtée sur la question? Et alors pendant ce temps-là, Maître Yui Spino va vous expliquer comment vous allez jouer votre rôle de 5e juré dans cette affaire. La cour se retire. Merci. On peut applaudir notre présidente quand même. Oui. Madame la Présidente, c'est à vous. Ils ont tenu à dire un mot eux-mêmes. Merci. À la question « Faut-il croire en la presse ?» Monsieur l'avocat, je ne joue pas un rôle. Je réponds un grand oui. Oui pour sa capacité d'innovation et de transformation. En ce qui me concerne, c'est aussi un grand oui pour sa capacité, enfin pour sa nature, son ADN pérenne, sa capacité à traverser les périodes et les crises et la crédibilité qu'elle apporte. Donc c'est un oui. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous parlez quand vous rendez ces
vous présenter, ouais. Le premier juré. Très bien. Donc, Myriam Amri, je suis directrice Média Intelligence chez Publicis. Anne-Sophie Cruc, je suis CEO chez Publicis Media. Je suis Jérôme Blaise, du coup au publishing chez Publicis Media. Et je ne joue pas un rôle non plus, et je vous dis un grand oui pour son efficacité à toucher une audience de plus en plus large, donc un spectre de plus en plus large et de plus en plus jeune. Et le quatrième juré? Et Pierre Giquel, alternant chez Publicis. Alors, je n'ai pas été influencé, je ne suis pas la caution jeune de ce jury. Alors, je dis un grand oui, parce que pour son influence et pour notre avenir à tous. Merci. Merci, on peut les applaudir. Bon, sans suspense aucun, le oui semble l'emporter, mais j'aimerais quand même qu'on entende notre huissière annoncer le vote de la salle, je vous en prie. Donc le verdict du jury populaire. À la question « Engager les audiences de demain, faut-il encore croire en la presse ?» Le jury a répondu... Le jury a répondu oui à 87%. Bravo! Ah, et on a un dernier dessin qui doit passer également sur demande. Bravo quand même aux 13% qui ont eu le courage de voter non. Merci d'être là. Ils sont en train de négocier leur rupture conventionnelle. Faites-vous entendre, jouez des coudes, faites-vous augmenter, prenez les bons postes, quoi. Hein. Le futur vous appartient. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer le dessin? Et voilà, le temps presse, sans mauvais jeu de mots. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à nos chers témoins. On peut les applaudir. Bravo. Merci à Xavier Gors, merci à toute l'équipe de l'ACPM, de Publicis, mes collègues, Louis Spino, Blaise Mao, Ouzbek Erika, au juré et à vous dans la salle. Merci. Et à Madame la Présidente. Mais au-delà des résultats de ce vote, je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut que tous vous réfléchissiez, c'est quel média peut non seulement être invité dans une des plus belles agences médias, mais en plus se poser la question de l'engagement de ses audiences. Je crois que c'est aussi ça la presse, c'est cette capacité à se remettre en cause, à se réinventer, comme l'ont tous dit ce matin, depuis que la presse existe, elle a traversé de multiples transformations, et ce n'est pas cette transformation-là auquel elle n'arrivera pas avec beaucoup de succès à résister. Voilà, à tout de suite et merci.